nos conflits d'intérêts. Si on reprend le point initial, la réirradiation, qu'est-ce que c'est? On va pas détailler le schéma d'Andraschke qui s'applique bien à la situation du thorax, pour lequel on détaillera des cas cliniques soit de type 1 ou de type 2, en sachant qu'il y avait eu d'autres publications sur cette définition d'overlap dans la réirradiation thoracique. La réirradiation, on peut aussi la définir comme lorsque la dose cumulée à un organe à risque lors de la deuxième session dépasse la contrainte admise selon le modèle NTCP. Mais comme on l'a dit X fois aujourd'hui, il y a des définitions hétérogènes pour lesquelles en fait, chaque cas est un peu différent. Donc on peut essayer d'avancer sur le chemin qui permet de jalonner le déroulement en pratique, qui permet de discuter de l'indication d'une réirradiation thoracique et de la valider. Et je voulais vraiment revenir sur les étapes du départ avec l'importance du staging initial et de la TEP, à la fois dans la maladie en place pulmonaire primitive pour confirmer le caractère local ou régional de la récidive, et aussi dans la maladie oligométastatique ou métastatique de métastase pulmonaire, pardon, où on a vraiment l'intérêt de confirmer que la maladie elle est contrôlée sur les autres organes ou sur le reste des cibles pulmonaires éventuellement. En bas à droite, vous voyez des courbes d'une série du MD Anderson, où on a donc la courbe de gauche, c'est le fait que en fait, repasser après une maladie de stade 1 en cas de maladie isolée, bah, ça fait globalement le même pronostic en termes de survie globale, alors que quand on a une atteinte ganglionnaire dite régionale, bien que les définitions soient un peu hétérogènes dans la littérature, on a quand même des survies globales qui sont moins bonnes. Donc le stade, avant de se lancer dans la réirradiation, est vraiment déterminant. Il faut aussi se poser la question de la biologie moléculaire et du statut PDL1, parce qu'on a aujourd'hui dans le poumon beaucoup d'alternatives thérapeutiques à proposer aux patients. Et on a des pipelines de décès précoces de molécules avec des anticorps antidrogues conjugués couplés à de la chimiothérapie qui se multiplient depuis les dernières années. Et donc on a beaucoup d'alternatives thérapeutiques à proposer. Et la biopsie permet aussi de faire le diagnostic différentiel avec d'autres types de tumeurs, même au sein de la pathologie thoracique. On a des adénocarcinomes EGFR mutés qui se transforment en petites cellules dans l'avancée de la maladie. Donc il ne faut pas aller chercher à irradier un cancer à petites cellules si on ne l'a pas prouvé histologiquement. Et on a parfois des surprises effectivement sur des biopsies comme ça. Donc il faut probablement vraiment discuter de ces dossiers en RCP avant d'envisager une irradiation parce qu'elle est techniquement faisable en fait. Les comorbidités et la toxicité résiduelle, bah, je passe rapidement, mais il faut vraiment s'attacher à rechercher des antécédents de toxicité de grade 3 chez ces patients qu'on a déjà irradiés, savoir évaluer la capacité fonctionnelle avec une évaluation EFR sur le plan pulmonaire et cardiaque. Les alternatives, on en reparlera, mais il y en a dans le cancer du poumon et dans les métastases aussi. Il faut toujours discuter la préférence en traitement systémique, comme Mélanie a insisté aussi sur la présentation ORL. On a la possibilité d'avoir des thérapies ciblées chez des personnes âgées qui sont parfois très bien tolérées si on rebiopsie et qu'on met en évidence une translocation ALK, mutation de l'EGFR ou d'autres altérations moléculaires ciblables. Et la chirurgie se discute au même titre que la thermoablation en tant que traitement local et permet aussi de faire de l'épargne de volume irradié quand c'est possible. L'intervalle libre, je passe rapidement, mais on se posera la question aussi. L'évaluation du plan initial, on a quand même la possibilité aujourd'hui avec nos TPS de pouvoir calquer la dosimétrie antérieure sur le scan diagnostic même avant de planifier faire une planimétrie avec une nouvelle dosimétrie quand on voit le patient en consultation. Donc ça permet quand même de bien évaluer les choses sur les risques éventuels qu'on va prendre et ça va permettre aussi d'orienter la discussion avant de valider le process de réirradiation. Et puis ensuite, les modalités d'irradiation, on le détaillera un peu plus, l'évaluation de la sommation, quel type de fusion on utilise, quel est le degré d'overlap, et est-ce qu'on fait une somme en EQD2, sur quel organe, pourquoi, on y reviendra. Et enfin, plus anecdotique, la chimiothérapie, il y a quand même peu de données robustes. Globalement, ça augmente l'efficacité, mais avec une forte augmentation des toxicités de grade 3. Donc, une fois qu'on s'est posé toutes les questions, on avance dans la discussion autour de la balance bénéfice-risque, ce qu'on va pouvoir prendre avec le patient, et on valide, une fois qu'on a fait cette dosimétrie, la réirradiation. Et c'est pas fini, il faut probablement vraiment insister sur l'importance du suivi pendant le traitement et après, selon quelle modalité. On est probablement très mauvais pour dépister les toxicités pulmonaires et cardiaques,
Et c'est l'objet des projets, notamment que Loïc mène à l'Institut, sur le développement d'un HDJ cœur-poumon qui va nous permettre aussi de suivre avec des meilleurs critères et dépister des toxicités qu'on ne sait pas voir en fait finalement aujourd'hui. Alors, rapidement, une petite méta-analyse, c'était juste pour vous montrer un peu vraiment la synthèse, on va dire, de la littérature dans le poumon, qui est finalement pas très fiable, comme beaucoup de littérature en irradiation, où c'est majoritairement des études rétrospectives, mais on voit bien là tous les scénarios qui existent dans le poumon, où on a en gros 2 modalités en primo-irradiation, mais 3 modalités de radiothérapie en réirradiation. La stéréo, bien sûr, qu'on va essayer de privilégier, on va le voir pourquoi. La radiothérapie 3D, et puis éventuellement discuter de la protonthérapie. Alors, on ne vous abordera pas ça dans les cas cliniques n'ayant pas l'expérience de la protonthérapie. Alors, globalement, en cas de réirradiation, quel résultat on obtient? On voit des résultats extrêmement variables. Cependant, on voit que la stéro permet probablement d'avoir un meilleur contrôle local, probablement parce qu'on donne une dose plus élevée, mais forcément, on a une sélection aussi des patients avec des plus petits volumes, avec probablement moins d'effets secondaires aussi que la radiothérapie normofractionnée. Alors, comme je vous l'ai dit, majoritairement des études rétrospectives, que des petits effectifs, on ne dépassait jamais 30 patients. La problématique de la définition de la rechute locale, est-ce que c'est basé sur l'imagerie, sur l'histologie? Est-ce qu'on est vraiment sur une réirradiation en plein champ de la même maladie? Ou est-ce qu'on a une nouvelle métastase ou une nouvelle lésion pulmonaire? Et les schémas d'irradiation, très variables d'une étude à l'autre. Et les doses cumulées qui ne sont pas toujours rapportées, ou alors rapportées en BED, en dose physique, en EQD2. Et pas toujours au PTV ou à tous les organes à risque. Alors on va aborder le premier un peu cas qu'on peut avoir dans la vraie vie, c'est la réirradiation en stéréo. Donc éventuellement, on a promis un premier cas clinique d'un patient atteint d'un cancer rectal avec des métastases pulmonaires. Donc au final, 3 premières métastases irradiées à 1 an d'intervalle, où on est un peu dans le cas finalement on réirradie au sein d'un même organe, mais sans recoupe. Donc sans vraie crainte, éventuellement le volume pulmonaire, on en reparlera juste un peu plus tard. Mais au bout d'un moment, ces premières irradiations vont nous poser un problème. Ce patient va présenter une récidive. C'est pas grave. Une récidive finalement où on voit que probablement le nodule du lobe inférieur droit est en recoupe avec le nodule du lobe moyen. Première question, est-ce qu'on va utiliser un recalage plutôt rigide ou élastique dans ce cas-là? Et enfin, le cumul de doses doit être fait en dose physique ou en EQD2 ou en BED. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un recalage rigide en se basant bien sûr sur le scan de réirradiation. Et puis on a fait un cumul de doses, alors ici en dose physique, puisqu'on a utilisé le même fractionnement pour la stéro que le nodule du lobe inférieur droit, où on avait fait 4 x 12 grammes. On avait au cœur une dose à 0,1 à 48 gray. Alors, je vous ai mis pour information en EQD2, mais on s'y était pas intéressé sur les autres organes parce qu'on n'avait rien de particulier. Alors la question qui se pose au niveau du cœur ou les autres organes à risque, est-ce qu'on doit utiliser un PRV? Puis au niveau du cœur, particularité, est-ce qu'on doit finalement s'intéresser au cœur ou aux différentes sous-structures cardiaques? Et enfin, est-ce qu'on doit utiliser finalement les mêmes contraintes de dose sur les différentes sous-structures? Alors, en termes de PRV, a priori, on est obligé d'en prendre un, à mon avis, peu importe le type de scanner qu'on va utiliser pour le contourage. On voit ici 2 à 3 mm, bon, du 3D, je pense pas que ce soit trop fait en pratique, il faudrait prendre un PRV encore plus important. Les différentes sous-structures, a priori, des profils de radiosensibilité différents, et puis on a surtout maintenant des logiciels de segmentation automatique qui nous permettent quand même de gagner énormément de temps sur le contourage des différentes sous-structures cardiaques, avec, on le voit sur la courbe de droite, enfin sur le graphique de droite, où on a finalement très peu de modifications qui sont faites sur ces différentes sous-structures. En vert foncé, c'était l'absence de correction, et en vert clair, des corrections modérées sans impact dosimétrique. Alors ensuite, est-ce qu'on peut accepter cette dosimétrie, ou est-ce qu'on doit discuter d'une alternative thérapeutique, chirurgie, radiofréquence ou traitement systémique? Alors, là, dans ce cas-là, on avait quand même discuté d'une alternative thérapeutique. Là, c'est les contraintes de dose en primo-irradiation. On était un peu au-delà au niveau du cœur. Et la radiofréquence était tout à fait faisable et donc a été réalisée. Donc, premier cas clinique, on n'a pas réirradié. L'histoire continue, et là en 2023, il fait une progression métastatique de la lésion lobaire inférieure gauche irradiée.
cette fois-ci beaucoup plus volumineuse. On voit qu'elle a complètement grignoté le fiduciel qu'on avait mis en place pour la stratégie Getting au premier temps. Il a quand même 10 autres métastases pulmonaires qui sont stables. Et donc, j'ai fait échappe. Merci. Donc, quelles sont les options thérapeutiques? Il a été discuté d'une chirurgie, mais devant la maladie avancée sur le reste, c'est un patient qui avait reçu X lignes antérieures sur le plan de son cancer rectal. La chirurgie n'a pas été retenue. Elle a aussi l'inconvénient d'avoir un impact fonctionnel majeur. Il ne faut pas dire qu'il n'y a que la radiothérapie qui entraîne des séquelles fonctionnelles sur le plan respiratoire. La thermoablation, elle avait été discutée aussi par les radiologues interventionnels de La Roche-sur-Yon à l'époque. Et la lésion faisant plus de 2 cm et proche du HIL, elle n'a pas été retenue. Le traitement systémique, il est quand même important, puisqu'en fait, même si ce patient, on a validé une réirradiation, il a quand même été biopsié et screené pour un essai qui lui a permis d'avoir justement accès à un traitement avec un anticorps antidrogue conjugué ciblant MET, parce qu'il exprimait, il était screenable pour cet essai, donc ça lui a aussi rendu service, puisque même après la réirradiation, il a pu être contrôlé, probablement grâce à ce traitement, avec une PFS de plus de 9 fois. Juste pour revenir sur ces données publiées concernant les doses équivalentes, en fait, si on ne fait pas de BED supérieur à 100, ça ne sert à rien d'y retourner, on n'a pas d'impact sur le contrôle local, la survie globale et la PFS, voire on a un impact plutôt pronostic négatif sur l'échec régional si on ne peut pas envisager de délivrer une dose suffisante à ce niveau-là. Donc en pratique, à l'ICO, on fait un scanner de faisabilité qui permet d'étudier la mobilité respiratoire et de déterminer la stratégie de traitement, soit en ITV, soit en Getting, ce qui était le cas chez ce patient. Et ensuite, un scanner de dosimétrie. Et on fait une dosimétrie sur e-plan. La fusion, elle a été faite sur un mode rigide, sur le CT0, qui était le plus proche anatomiquement en fonction de la localisation. On en avait discuté avec Alexandra. Et il faut toujours se poser la question, dans ces cas de réirradiation thoracique, de l'objectif de la fusion. Est-ce qu'on veut voir la dose pulmonaire saine? Est-ce qu'on veut faire un point sur la zone de recoupe? Ici, on écrasait complètement la dosimétrie antérieure qui est en pointillé, donc on n'a pas fait de cumul OAR sur les poumons. C'était une réirradiation de type 1. Et donc, on a validé cette dosimétrie. L'image de droite, c'est le scanner à 3 mois, ou 6 mois, je ne sais plus. C'est intéressant de voir qu'il est en réponse partielle sur la cible qui a été irradiée, avec le même schéma de fractionnement en 8 fractions. Il avait une atélectasie d'aval, il a une élévation de la coupole à cause de cette atélectasie rétractile. Et puis, il y a probablement de la sténose intralésionnelle post-radique qu'on évalue mal. Et donc, petite promotion locale, je vous parle très rapidement, un peu comme sur le cœur, où tout à l'heure on a parlé des différentes sous-structures cardiaques. On pourrait finalement aussi essayer de s'intéresser à d'autres organes à risque et essayer non pas de les considérer comme éventuellement comme le poumon ici, fonctionnellement uniforme, mais essayer d'utiliser les nouvelles modalités d'imagerie fonctionnelle et essayer d'identifier ici, c'est donc une étude qu'on a menée à Brest, les différents, essayer de définir les volumes fonctionnels à partir donc de la table de perfusion. Donc on avait défini les plus petits volumes pulmonaires qui contenaient 90%, 70% et 50% de la fonction pulmonaire. Et peut-être que ça pourrait être intéressant chez ces patients irradiés à de multiples reprises de bénéficier de ce type de modalité d'imagerie pour essayer de mieux préserver les zones fonctionnelles, quitte à sacrifier des zones peu ou pas du tout fonctionnelles. Alors, deuxième, on va dire, scénario possible, c'est une réirradiation hors norme fractionnée. Alors, un peu particulier, en fait, ce patient, on a commencé par traiter en stéréo, patient de 82 ans, quelques antécédents, avec donc une biopsie de ce nodule, un ADK du lobe supérieur droit, PDL1 inférieur à 1%, et autrement point négatif, mais pourtant peu tabagique. Donc 48 gray en 4 fractions. Et puis, au scanner de réévaluation à 3 mois, apparition d'un nodule contralatéral du lobe supérieur gauche. On a quand même poussé à la biopsie pour essayer de trouver, quand même de prouver histologiquement que c'était bien un cancer et quel type histologique. Et en fait, on est tombé sur un petite cellule. On a fait, comme le disait Martin, un bilan d'extension à nouveau quand même très complet. On a fait TEP scanner et IRM cérébral pour
confirmé donc le stade localisé. Bon, malheureusement, il avait des ganglions médiastino-hilaires. Question, c'est si on envisage la réirradiation, doit-on faire un cumul de doses cette fois-ci en dose physique ou on va, comme on le disait tout à l'heure, en EQD2 ou en BED? Et enfin, on va se poser la question ici, vu si on a des recoupes, doit-on faire une chimiothérapie concomitante, comme recommandé dans le petite cellule, ou est-ce que on va plutôt, pour éviter trop le risque d'effet secondaire, une chimiothérapie première, puis une radiothérapie séquentielle? Alors, on a pris le parti de faire une radiochimiothérapie concomitante et puis de faire même un schéma légèrement hypofractionné chez ce patient de 82 ans. Alors, comment on a géré le cumul de doses? Là, cette fois-ci, on a fait donc à nouveau un recalage rigide, mais on a fait un EQD2. Donc, j'ai juste mis sur l'aorte, donc la dose à 0,1 cc, et puis on avait quand même regardé aussi avec un PRV de 3 mm, avec les incertitudes liées au recalage de l'image. On avait préféré s'assurer, donc on était à 88 gray. Les autres organaristes ne posaient pas de soucis particuliers. Donc, bon, une dosimétrie qu'on a validée. Alors juste un petit papier sur l'aorte, puisque c'était le seul organarisme qui est un petit peu concerné par cette réirradiation. Un papier au final où il y avait eu 2 tox de grade 5, je vais y revenir juste après, où il proposait quand même un critère, donc soit un cumul de doses en dose physique brute, et un critère composite qui prenait un compte en facteur d'oubli lié au temps. Donc par curiosité, je l'ai calculé pour le cas clinique, on était à 75 gray dans notre cas, puisqu'on avait 6 mois entre les 2 irradiations. Ces 2 toxicités dans ce papier, ce qui est intéressant, c'était donc les 2 patients avaient une dose à 1 cc de plus de 120 gray si on cumulait en dose physique sans prendre en compte le temps, et en prenant en compte le temps, on était à une dose supérieure à 90 gray. Et on voulait, il a été montré rapidement ce matin, ce tableau qui est quand même intéressant à mon sens, quand on doit cumuler les doses en EQD2, si on utilise des fractionnements différents, et notamment si on doit cumuler stéréo et normofractionnement, sur les différents organes à risque avec les alpha-bêta utilisés. À défaut d'être parfait, il a au moins le mérite d'exister. Par contre, il précise bien qu'il faut un intervalle de temps entre les 2 irradiations de au moins 6 mois, voire 12 mois. Alors ensuite, l'autre question, c'était est-ce qu'on doit faire de la chimiothérapie concomitante? On a très très peu de données, encore moins dans le petite cellule, sur la réirradiation. Quand même des papiers qui montrent le bénéfice en survie, a priori, un peu comme en primo-irradiation, mais quand même avec une majoration du risque d'effet secondaire, notamment au niveau pulmonaire et œsophagien, ce qui était moins notre cas dans le cas clinique que je vous ai présenté. Et ici, d'autres facteurs sur lesquels il faut absolument s'intéresser quand on veut sélectionner les patients pour une réirradiation. Alors là, c'était dans les cancers bronchiques non à petite cellule. L'état général, essentiel bien entendu, et surtout, comme le disait Martin tout à l'heure, la dose qu'on peut réellement redonner, qui va avoir vraiment un impact sur le contrôle local et la survie. Donc si on ne peut pas donner une dose suffisante, il ne faut pas réirradier. Et pour info, patient à 2 ans de sa radiochimiothérapie qui est toujours en réponse complète. Et alors des protocoles en cours au niveau pulmonaire, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé 2 phases 1, une sur l'astéro en fait pour l'escalade de dose, en partant de 5 x 6 jusqu'à 5 x 10 chez des patients précédemment irradiés pour des tumeurs primitives ou secondaires en normofractionnement, hypofractionnement, enfin ou en stéréo avec des doses donc quand même minimales et avec un taux de recoupe sur l'isodose 50%. Et ici l'utilisation d'une nanoparticule combinée à des récidives locaux-régionales. Donc à nouveau une étude de phase 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait lundi? Bon, je vous renvoie au diagramme qu'avait proposé Martin au tout début, qui est quand même toutes les questions qu'on doit se poser avant d'envisager une réirradiation. Important sur les critères de sélection des patients. Discuter les alternatives thérapeutiques, locales ou systémiques, et notamment que ce soit des tumeurs primitives ou secondaires, et bien sûr discuter avec le patient de la balance bénéfice-risque. Et je vous rappelle le petit tableau. Je vous remercie. Merci Martin et François pour cette très